Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur l'espace conférence du Salon Cyclo Provence-Alpes-Méditerranée. C'est la deuxième édition de ce rendez-vous des acteurs publics et privés de la filière eau, ici dans la région méditerranéenne, et nous sommes ravis d'être là. Nous étions ce matin juste au-dessus pour la troisième édition du Forum régional de l'eau organisé par la région Sud. Vous pourrez retrouver l'ensemble des contenus des conférences de la matinée sur la chaîne YouTube de Cyclo d'ici quelques jours. Et comme lors de chaque salon Cyclo, nous vous avons préparé ici un programme de conférences pour nourrir les échanges et les réflexions sur les problématiques du secteur. Avant de démarrer nos échanges, je vais donner la parole à Jean-Claude Lasserre, président de l'association Cyclo, qui organise ce salon. Bien sûr. Bonjour à tous. C'est bon. Je vais parler un tout petit peu moins fort. Tout d'abord, un grand merci d'être présent. Donc, ce deuxième cycle, après celle de la matinée de conférence Cyclo. Merci d'être présent pour cet événement que nous organisons en biennale, qui devient important dans toutes les régions, avec cette thématique de l'eau qui est de plus en plus prégnante et importante aux yeux de tous pour pouvoir aborder les questions relatives à cette filière. Donc je voudrais remercier, ce matin j'ai remercié la région Sud, cet après-midi je voudrais remercier l'agence de l'eau RMC qui nous accompagne aussi depuis le début, et puis la métropole Aix-Marseille, plus toutes les autres qui nous font le plaisir d'être des partenaires. Et je vous souhaite une très belle conférence sur l'innovation dans l'eau potable. Je sais qu'il y aura également un beau programme avec la métropole Aix-Marseille, avec un meet-up innovation ensuite. Et après, vous retrouverez demain matin 2 très très belles conférences également. Merci, belle conférence et à très bientôt. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Alors effectivement, Jean-Claude a esquissé le programme. Je vais le compléter rapidement cet après-midi. Donc cette première conférence sur les innovations en matière de gestion des réseaux d'eau potable au service de la ressource. À 16h, les Meet-up Innov Provence. Ce sont des rencontres autour de l'innovation avec des entreprises qui viendront pitcher, comme on dit, leurs solutions. Demain matin, une première conférence sur les nouvelles obligations en matière d'accès à l'eau pour les services publics d'eau potable. Donc qui sont un peu présents ce matin, cet après-midi. Puis une séquence sur les aménagements urbains et la nécessité de repenser la ville pour renaturer. Demain après-midi, autre moment intéressant, il y aura une visite technique organisée à l'aqueduc de Roquefavour, édifice exceptionnel qui est en chantier actuellement, et vous pourrez découvrir ça sur le terrain avec les équipes de Cyclo. Il suffit de se rendre à la boutique Cyclo à l'entrée du salon à gauche pour vous inscrire. N'hésitez pas. Nous allons sans plus tarder démarrer cette première conférence dont le titre s'affiche sous vos yeux. Réseau d'eau potable, êtes-vous prêt à innover? Bonne question. Une conférence qui est pilotée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, que nous remercions pour le partenariat toujours riche comme l'a fait Jean-Claude. Alors on le sait, le réchauffement climatique et ses effets sur la ressource en eau nous obligent à reconsidérer nos pratiques de gestion et de consommation de ce bien précieux qu'est notre eau potable. Cela passera bien évidemment par plus de sobriété, cela sera incontournable, on l'a vu ce matin, mais aussi par de l'innovation au service de la gestion des ressources. Nous allons donc découvrir des pratiques mises en place par les collectivités dans une optique d'économie d'eau dans des villes de plus en plus intelligentes et connectées. Pour en discuter, nous accueillons sur scène Annick Mièvre. Merci d'être à nouveau avec nous, directrice de la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse à l'agence de l'eau RMC. Sylvain Chauvet, chargé du développement de la ville connectée à la ville de Martigues, et Fabrice Montbarbon, en charge de la partie arrosage intelligent chez Green Citizen. Vincent Cotte, directeur des opérations territoire Var-Provence-Méditerranée chez Veolia. Jean-Michel Reynes, responsable distribution à la Société des eaux de Marseille. Jean-François Guiderdoni, directeur du développement chez Aquarobotics. Et Benoît Emo, spécialiste corrosion chez Veolia. Voilà, nous avons notre casting. Je vous laisse vous installer. Merci d'être tous avec nous. Alors, je signale pour ceux qui nous regardent que nous aurons des temps dédiés pour les échanges avec le public. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions pendant la conférence. Nous les prendrons
au cours de la conférence et tâcherons d'y répondre. Alors nous allons commencer avec vous, Annick Mièvre, pour l'Agence de l'eau. Pour introduire cette thématique, c'est évidemment cette question d'innovation dans la gestion de l'eau potable, un sujet qui est suivi et porté par l'Agence de l'eau, surtout dans un cadre d'adaptation au changement climatique. Alors quels sont vos axes de travail là-dessus? Oui, alors, on m'entend pas assez. Ça y est, on entend, bon, je crois. bien. Ils vont monter. Bonjour derrière. à tous et tous. On a la lumière en pleine Oui, tête, les donc lumières sont fortes. On ne vous voit pas très bien, mais merci d'être venus à cette conférence. Donc, effectivement, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes déjà dans une région dans laquelle les prélèvements d'eau sont importants du fait de l'activité humaine. On est une région très urbanisée, très aménagée. Sur ce phénomène de prélèvement déjà important qui génère des problèmes sur certains cours d'eau ou certaines nappes souterraines, vient s'ajouter évidemment les effets du changement climatique, avec en plus une difficulté sur notre région, puisqu'on est sur le pourtour méditerranéen, une des régions qui se réchauffe le plus rapidement au monde, hein, donc pas seulement pour l'Europe, avec déjà des phénomènes de hausse de température, donc de plus de 1,8 degré par rapport aux années 60 qui ont été constatées, une baisse de l'enneigement, baisse des précipitations neigeuses, donc moins d'eau, moins de fonte des neiges au printemps quand on a le plus besoin d'eau, notamment pour les cultures. Des températures plus élevées qui génèrent plus d'évapotranspiration, donc de l'eau qui tombe qui est moins utile, des sols très secs sur lesquels l'eau ruisselle quand elle tombe au lieu de s'infiltrer. Donc on est un peu dans une espèce de cercle vicieux face à cette question de ressources en eau aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut agir plus vite et plus fort, hein, comme on le dit à l'Agence de l'eau. Au niveau national, le président de la République a annoncé le plan eau pour donner des objectifs partagés pour tous, les industriels, les collectivités, les établissements publics, les agriculteurs, les citoyens. Tout le monde doit se mobiliser dans un objectif de diminuer de 10% nos prélèvements d'ici 2030. Et pour ça, donc, il faut se mettre en ordre de marche. Et dans notre région, même si on a un usage agricole prépondérant, hein, puisque 2/3 de l'eau prélevée va aux usages agricoles, on a quand même 1/3 de cette eau qui va aux usages domestiques, puisque la part de l'activité industrielle économique est très faible. Donc on a quand même 1/3 du sujet à traiter autour de la question des services d'eau potable. Et donc effectivement, c'est un enjeu très fort pour nous de pouvoir accompagner toutes les actions qui vont permettre de moins prélever d'eau, tout en pouvant continuer à en distribuer suffisamment pour les usages, même si on porte effectivement fortement aussi l'axe de la sobriété des usages, mais ce n'est pas forcément le sujet de cette table ronde. Donc sur l'aspect réseau d'eau potable, eh bien, nous sommes très en attente d'idées qui viennent du monde économique, qui viennent des collectivités sur ces sujets, pour effectivement voir comment être le plus efficace possible dans la gestion de cette ressource, prélever juste l'eau nécessaire à la distribution et ne pas en perdre en route. Et donc, on est ravis de l'organisation de cette séquence cet après-midi. Et puis moi, je vais m'en arrêter là parce que voilà, je suis entourée de spécialistes du domaine, ce que je ne suis pas du tout. Et l'intérêt, c'est surtout d'entendre leurs témoignages et de pouvoir avoir des échanges avec eux. Merci. Et merci à tous les intervenants. Merci à vous, Madame Mièvre. Et n'hésitez pas, évidemment, à vous aussi à intervenir, à leur poser des questions. On espère que ce moment sera une boîte à idées pour tout le monde. Merci beaucoup. On va voir ce qu'il en est, comme vous l'avez dit, du côté des collectivités. Elles sont en première ligne dans la gestion de cette ressource. On va commencer dans les exemples avec vous, Sylvain Chauvet, du côté de la ville de Martigues. Vous allez nous parler d'une solution d'arrosage connecté mise en place avec Green Citizen. C'est ça qu'il vous faut. On va le faire passer. En fait, ça c'est pour passer vos slides. Vert pour avancer, rouge pour reculer. Donc je vous laisse commencer votre présentation sur ce que vous avez mis en place du côté de Martigues. C'est bon, tout le monde On vous entend. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'abord de nous accueillir, merci de nous avoir invités aussi, merci à l'Agence de l'eau. Effectivement, donc à Martigues, on travaille un petit peu sur cette question de l'innovation notamment. Il faut aussi remettre dans le contexte tout ce qui se passe. Effectivement, vous l'avez déjà très bien signalé. N'oublions pas aussi les sécheresses hivernales, qui sont un élément qui est en train d'arriver. On l'a constaté déjà cette année, grâce à la mise en place de la solution, notamment qu'on expérimente actuellement sur la ville de Martigues. N'oublions pas aussi le contexte économique, avec des dépenses toujours de plus en plus grandes qui ont un impact sur les politiques de la ville.
Et effectivement, il y a la question de la gestion de la ressource en eau, hein, avec, on le sait tous aujourd'hui, de nombreuses fuites sur les réseaux. Moi, j'interviens dans le cadre de l'arrosage connecté. Oui, les réseaux d'eau de l'arrosage sont des réseaux qui ont aussi des fuites, donc on doit les gérer. Et en plus, on doit mieux gérer aussi l'apport en eau au niveau des végétaux et sortir un petit peu de l'aspect empirique de nos anciens qui avaient une vision très terre à terre, hein, de l'apport en eau sur les végétaux. Donc pour faire tout ça, c'est bon, j'ai le retour, j'ai pas le retour forcément. Vous allez avoir ici, si vous lancez vos slides, vous aurez normalement vos slides qui défilent et vous pourrez voir. Ah voilà, pardon. Voilà. Bah, vous voyez, bon. Voilà. Donc ensuite, voilà, les objectifs donc de ce projet, quand on l'a imaginé, on voulait déjà avoir une vision un petit peu à long terme, c'est-à-dire qu'on voulait un petit peu sortir de l'idée de faire du test vraiment sur des zones très délimitées. On avait déjà cette ambition. Et pour ce faire, on a eu la volonté d'envisager les choses. Certes, on voulait faire du test, on voulait tester les différentes solutions, mais on voulait surtout démontrer qu'on allait passer très vite à l'échelle. Donc c'est pour ça qu'on a fait 1 an de test, pour avoir une saisonnalité, voir un petit peu l'impact des choses sur 1 an complet. Et puis voilà, là on a décidé, on va travailler avec Green Citizen qui est présent. Et donc on va déployer sous 2 ans la solution vraiment à l'échelle de la ville. Effectivement, on doit aussi souligner qu'on est accompagné financièrement et que voilà, l'agence de l'eau est un acteur important. Alors on espère que les choses vont avancer dans le bon sens, mais en tout cas l'intérêt est là. Et ce qu'on voulait aussi de la part de cette solution, c'est que ce soit une solution connectée, donc qui nous permet, et c'est là où l'innovation entre en jeu de manière importante, c'est-à-dire qu'en fait on voulait utiliser notre réseau d'infrastructures de communication, LoRaWAN. On est opérateur de notre propre réseau, essayer d'avoir un maximum de frugalité dans les données qui sont transmises pour pas s'éparpiller sur les réseaux. Donc on veut être sobre sur l'eau, mais on veut aussi être sobre sur le numérique, et ça c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous, tout en ajoutant une couche de cybersécurité dessus. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, et ça c'est quelque chose sur lequel Martigues, qui a subi une cyberattaque, est extrêmement sensible aujourd'hui. Donc voilà, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Alors pourquoi Green Citizen du coup ? Je transmets, voilà. Pourquoi Green Citizen du coup ? Sur tout ce que je viens d'exprimer, effectivement, Green Citizen répond à l'ensemble de toutes ces questions. Mais il y a du plus, en fait, avec notamment un niveau d'expertise qui est beaucoup plus important, avec une vision de l'agronomie, des choses qu'on n'a pas forcément comme compétences au sein des villes. L'application aussi qui est ergonome, enfin on a une grande ergonomie et puis une possibilité de la faire évoluer liée à la proximité que nous avons avec Green Citizen. On est vraiment très proches l'un l'autre. Et puis voilà, la conduite du projet se fait de cette manière-là. Et je vais laisser à Fabrice le soin de présenter son application. Merci à vous. Donc Fabrice Montbarbon, du côté de Green Citizen, qui va nous présenter plus précisément comment ça fonctionne, cet arrosage intelligent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu en quoi consiste la solution que l'on propose d'arrosage intelligent. Alors, ce terme d'arrosage intelligent, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, un arrosage qui est intelligent ? Donc, c'est un arrosage qui est connecté, mais pas seulement. On considère qu'il est vraiment intelligent si l'arrosage prend en compte les besoins des végétaux pour moduler les fréquences et les temps d'arrosage. Les objectifs d'un arrosage intelligent, vous les voyez ici, donc c'est de pouvoir réaliser des économies d'eau, que ce soit par la bonne pratique d'arrosage, que ce soit par la détection des fuites, et aussi d'avoir une vision en continu des résultats. Deuxième objectif, c'est d'améliorer la capacité d'exploitation de ceux qui vont utiliser ces systèmes par une supervision du réseau hydraulique, de pouvoir piloter à distance ces arrosages, de pouvoir aussi référencer tout le patrimoine hydraulique qu'ils ont sur la collectivité dans notre application, et d'avoir aussi des outils pour gérer la maintenance. En quoi consiste donc cette solution ?
Donc nous avons des programmateurs d'arrosage connectés que l'on installe sur les électrovannes. Et ces programmateurs, avant chaque arrosage, ils vont interroger une sonde d'humidité que l'on place dans les végétaux. Ils vont l'interroger à travers la plateforme, ils ne sont pas connectés, pour savoir si le végétal a besoin d'eau ou non. Et ce besoin, on le détermine par une analyse agronomique. On crée un seuil de déclenchement. Et donc, l'arrosage ne se passe que si le végétal en a besoin. La différence par rapport à ce qui se fait d'habitude, où un programmateur est mis en route en début de saison et est arrêté en fin de saison sans modulation durant la saison, fait qu'ici, on a beaucoup de journées où l'arrosage ne passe pas, parce que le végétal n'en a pas besoin. Il a fait plus frais, il a plu. Donc effectivement, on fait beaucoup d'économies d'eau. Et dans les résultats qu'on a eus, on voit qu'elle se trouve aux alentours de 40% en moyenne. La deuxième chose importante, Sylvain en a parlé tout à l'heure, sur les réseaux d'arrosage, c'est de pouvoir détecter des fuites grâce à l'application. Donc on arrive à voir quand un compteur d'eau tourne alors qu'il n'y a pas d'arrosage, ou lorsqu'il y a de l'arrosage qui a un surdébit. Donc des alertes sont envoyées et on peut prendre la décision d'arrêter l'arrosage ou en tout cas de venir réparer. Et cette solution de détection de fuite est vraiment très importante parce qu'on voit que ça représente à peu près un tiers des volumes d'eau qui sont consommés à l'échelle de la France. L'autre tiers, c'est le surarrosage. Et donc sur un volume d'eau utilisé, on peut considérer que l'eau vraiment utile pour le végétal est simplement un tiers de ce qui est consommé globalement. Donc il y a vraiment des gains d'économie assez importants à faire. Ce que l'on propose, c'est une solution complète, tous les objets connectés qui permettent de piloter cet arrosage, et une application métier qui permet aux utilisateurs, de façon très conviviale, de pratiquer l'arrosage, de changer les programmes et d'avoir tous les retours d'informations qu'il faut, que ce soit au niveau des alertes, au niveau des différentes informations nécessaires à son exploitation. La petite touche qu'on apporte en plus, Sylvain le soulignait, c'est un accompagnement agronomique et un transfert de compétences. Parce que si on donne l'outil comme ça aux collectivités sans accompagnement, on n'arrive pas à obtenir les résultats voulus. Et il faut quand même un transfert de compétences et un accompagnement nécessaire. Bon, les résultats, effectivement, c'est des économies d'eau qui sont de cet ordre-là, 30 à 70% suivant le niveau de fuite. Des déplacements en moins, parce qu'on voit à distance ce qui se passe, on contrôle à distance, on est informé à distance. Et de manière générale, le rafraîchissement qu'on a sur des espaces verts bien arrosés. J'ouvre juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, où des arrêtés préfectoraux ont demandé d'arrêter l'arrosage. Quand on arrête l'arrosage, le végétal souffre et éventuellement meurt. Et on n'améliore pas le réchauffement climatique, au contraire, on l'accentue. Donc plutôt, continuons à arroser avec parcimonie, correctement, et de garder nos espaces verts pour rafraîchir et donner des lieux d'agrément pour les citoyens. C'est un point très important. Là, rapidement, c'est un petit peu les différentes collectivités sur lesquelles on a eu des résultats intéressants en termes d'économie d'eau, vous voyez. Et une dernière slide. Pour parler de l'accès au marché, les collectivités ont souvent, pour passer à l'échelle, rentrer dans ces solutions, doivent monter des appels d'offres qui sont longs, qui sont des charges de travail qui n'ont pas toujours. Et il y a des solutions qui existent, notamment des catalogues. Ici, c'est le RESA, par lequel d'ailleurs la commune de Martigues est passée pour ce marché-là, qui permettent d'accéder aux produits de façon plus rapide et plus facile. Donc c'est un marché qui existe et qui est disponible. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation technique, mais en même temps, on voit bien les effets concrets avec les chiffres. Une petite question, Sylvain Chauvet, vous vouliez peut-être conclure? J'allais montrer très rapidement. Alors allez-y. Très rapidement. J'aurai mes questions. Oui, non, mais sinon vous pouvez poser votre question. Donc voilà, sur l'aspect ergonomique, je voulais simplement parler un petit peu de l'application et vous montrer les résultats concrets que nous avons eus sur la ville. Alors d'abord, il y a des vues qui sont soit par liste avec de nombreux filtres qui nous permettent vraiment d'aller chercher l'information le plus rapidement possible et d'être le plus réactif possible. On a aussi des vues cartographiques. Donc là, c'est clairement la vue de la zone qui est en test avec voilà, ce zonage qui nous permet de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants. Quand on clique sur une zone, on sait à quel compteur ça appartient. En tout cas, c'est une évolution qui va pas tarder à arriver. Quoi qu'il en soit, le travail est en cours. Je voulais revenir sur la question de la fuite que nous avons détectée à l'hôtel de ville, donc sur la zone de l'hôtel de ville à Martigues.
On avait une contrainte à l'origine quand on a commencé le test, c'est que notre réseau LoRaWAN n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, et nous n'avions qu'une seule antenne sur le toit de l'hôtel de ville. Donc on a décidé de faire la zone de test de l'arrosage connectée sur le pourtour de l'hôtel de ville. Il se trouve qu'au moment où on a mis notre compteur connecté, ce jour-là, ben voilà, on a vu cette crête, là, un petit peu cette ligne rouge, qui nous a montré une consommation horaire de 550 litres à l'heure. 550 litres à l'heure alors qu'il n'y avait pas d'arrosage en cours. Ben on s'est forcément posé des questions. Alors on a eu, il a fallu un petit peu sortir de tout ce qui était les lieux communs. Donc oui, le regard est plein d'eau parce que oui, on est dans une zone de ruissellement, c'est l'eau de l'étang de Berre qui remonte par capillarité, etc. Donc il a fallu un certain temps jusqu'au jour où on constate quand même clairement qu'il y avait ça. 550 litres, c'est 12 mètres cubes par jour, c'est l'équivalent de 2 piscines olympiques par an. C'était un réseau qui n'était pas identifié pour être un réseau à problème. On est tombé dessus peut-être par hasard, par chance, etc. Quoi qu'il en soit, ça nous a permis en 15 jours de résoudre ce problème et voilà, d'avoir voilà, quelque chose de vrai. Et enfin, pour terminer, je voulais vous montrer aussi concrètement, et ce qu'a annoncé Fabrice à l'instant, je vous montre un petit peu les consommations d'arrosage pour le mois de juillet chez nous. Donc vous voyez, donc, en vert, ce sont tous les arrosages qui ont été économisés. En rouge, en bleu, tous les arrosages qui ont réellement eu lieu. Et puis en dessous, vous avez la courbe un petit peu du taux d'humidité dans le sol et le seuil d'arrosage en orange. Voilà, c'est concrètement, on économise au mois de juillet 50% approximativement d'eau par rapport à ce qui se faisait avant, lorsqu'on considérait qu'on arrose une pelouse 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Aujourd'hui, on est en train de sortir de tout ça. On a avec nous, j'ai la chance d'être accompagné des agents de terrain, Cyril notamment ici présent, qui est pleinement investi dans le projet et qui est convaincu aussi par la solution. Et ça, c'est quand même quelque chose de très positif, quoi. C'est un vrai confort. Voilà, pour terminer, ça c'est une des évolutions que nous avons demandé à Green Citizen, qui a été entendue. Ça va être de pouvoir, et ça va avoir un impact formidable aussi sur notre consommation par rapport aux fuites notamment. Les réseaux d'arrosage aujourd'hui sont sous pression toute la journée, alors que l'arrosage, le constat est là, ne s'effectue que quelques heures et notamment durant la nuit. L'idée vient encore une fois du terrain, c'est que pourquoi est-ce qu'on garde ces réseaux sous pression? Pourquoi est-ce qu'on ne les éteindrait pas pendant la journée? Même s'il y a une fuite, elle n'interviendrait que pendant le laps de temps où il y a effectivement un arrosage en cours. Donc voilà, l'idée c'est de réduire au maximum cette fenêtre d'ouverture et puis de fermer quand il n'y a pas besoin de fermer le réseau, quoi. On va pouvoir, grâce à ça, choisir les fuites qu'on veut réparer en priorité parce qu'elles sont plus ou moins volumineuses, parce qu'elles ont tel ou tel coût en fonction des ressources qu'on a, etc. Voilà, je voulais conclure un petit peu là-dessus. Voilà, il y a des gros enjeux derrière. Merci beaucoup. Et on l'a dit ce matin, chaque goutte compte. Et évidemment, là, ce qui nous intéresse, c'est les économies d'eau. Mais moi, j'ai peut-être une question qui fâche un peu aussi, c'est les économies en termes de coûts, parce que ça coûte peut-être quelque chose d'installer ce système-là. C'est un investissement, mais vu ce que vous nous montrez comme volume, j'imagine que ça peut être rentabilisé. Alors effectivement, forcément, ça va dépendre aussi de la manière dont on est accompagné. Ça va dépendre de ça va dépendre des économies d'eau qu'on va faire. Mais on estime, grosso modo, alors, si je pars sur un accompagnement de l'ordre de 50%, pourquoi pas, et une économie d'eau de 50%, on est sur un retour sur investissement aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans, ce qui en fait une solution qui est vraiment intéressante, quoi. Voilà, on va vers quelque chose qui potentiellement va permettre, voilà, aussi de montrer qu'on est vertueux, qu'on s'intéresse aux choses au niveau des collectivités, avec l'impact que ça a sur la population, sur le confort de vie au quotidien, etc. etc. quoi. On l'a vu, les bénéfices sont multiples. Merci beaucoup à tous les deux. N'hésitez pas à intervenir un petit peu plus tard. On se tourne vers vous, Vincent Koch et Veolia. Vous avez un exemple à nous présenter qui est cette fois-ci du côté de Toulon. Et on vous laisse présenter votre solution. Allô, allô. Bonjour à tous, merci. Oui, donc je voulais vous parler de l'expérience plutôt de ce que TPM, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, appelle le secteur centre. Voilà, donc l'idée...
ça ne va pas durer. On va voir que ce contrat donne des engagements, enfin demande des engagements très ambitieux en termes de rendement de réseau, et on verra comment on mobilise au possible le digital pour contribuer à cette performance des réseaux. Voilà, donc je vous fais 2 mots du contrat. Donc c'est un contrat qui regroupe 3 communes, Toulon, La Valette, Le Pradet, qui est d'une durée de 12 ans et qui a commencé le 1er janvier 2022. On dessert 200 000 habitants, il y a près de 1000 km de réseau. On produit, puisque les installations de production sont dans le contrat, on produit grosso modo 20 millions de mètres cubes d'eau par an, dont un petit 5 millions sont vendus en gros. C'est un élément que je vous demande de garder en tête. Et les pertes d'eau sur ce contrat sont évaluées à 2 580 000 mètres cubes. Quel est l'élément de challenge de ce contrat ? Pour les spécialistes, la méthode de calcul de rendement de réseau qui est préconisée par l'ASTE, qui est réglementaire, intègre les échanges d'eau entre les collectivités, donc les achats d'eau et les ventes d'eau en gros. Pour le cas de ce contrat-là, la métropole TPM a souhaité sortir les échanges d'eau du calcul du rendement de réseau. Donc vous voyez les incidences quand on calcule le rendement de l'année 2022 avec le calcul de l'ASTE, donc le calcul réglementaire, et puis le calcul contractuel. Vous voyez que les rendements de réseau en fait diminuent du fait de la suppression des échanges d'eau, alors sauf pour le Pradet, parce qu'au Pradet, il n'y a pas d'échange d'eau, et donc le rendement de réseau reste le même. Et en dernière colonne, vous voyez l'objectif contractuel, donc toutes les collectivités, et globalement dans son ensemble, ce contrat doit avoir un rendement de réseau de supérieur à 90%. Voilà, ça c'est pour poser les enjeux, et bien évidemment ce qui a motivé pour nous la mise en place d'un plan d'action extrêmement spécial, spécifique, pour pouvoir atteindre ce challenge contractuel. Voilà, donc si on se contente de traiter les fuites apparentes, comme vous voyez là sur une partie de l'écran, on n'y arrive pas. Et il faut bien évidemment traiter également tout ce qui n'est pas visible pour pouvoir arriver à améliorer de façon durable et importante le rendement de réseau. Les moyens du challenge, donc ce challenge de rendement de réseau, comment on imagine y arriver. C'est le déploiement de ce qu'on a appelé le smart réseau, donc le réseau intelligent que je vais développer après. La digitalisation des dossiers de travaux, bien évidemment, pour aller plus vite. La gestion des pressions également. Les compteurs télérelevés qui permettent aux consommateurs de surveiller eux-mêmes leur consommation. Je voulais juste parler 2 secondes d'un sujet qui est le sujet de la gestion patrimoniale. Pour faire de la gestion patrimoniale des réseaux, il faut 3 choses. Il faut un SIG correctement renseigné avec de l'information, et notamment l'information du quotidien, des événements qui se produisent sur le réseau. Il faut un outil de gestion patrimoniale, donc ça on trouve sans aucun problème des outils de plus en plus performants pour effectivement optimiser et rendre beaucoup plus pertinent l'effort de renouvellement des canalisations. Et puis il faut un budget. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de renouvellement de conduite, et on ne peut pas imaginer maintenir de façon pérenne son réseau en fonctionnement. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais absolument faire sur la gestion patrimoniale. Je reviens au Smart Réseau, qui est donc l'outil principal qu'on a déployé pour donc améliorer rapidement le rendement du réseau. Bien évidemment, le réseau du secteur centre est sectorisé déjà, et on a mis en place la digitalisation des outils de sectorisation, ce qui fait que sur le terrain, les fontainiers peuvent directement accéder à leur sectorisation du secteur où ils travaillent, voir comment ça se comporte. Et vous avez une courbe là qui montre, puisque ce qu'on regarde quand on sectorise le réseau, c'est le débit minimum, le débit nocturne en général. Et c'est ça qu'on surveille. Et vous voyez là l'apparition d'une fuite, donc le débit minimum qui augmente, et puis la fuite qui est réparée et le débit minimum qui redescend. L'enjeu, c'est de trouver le plus rapidement possible les fuites et de les trouver le plus rapidement également. De les réparer le plus rapidement. Sur ce contrat également, on déploie beaucoup d'objets connectés, on déploie beaucoup de capteurs, donc il y en aura 25 000 en 2025, ça prend du temps à être déployé, hein, bien évidemment.
Donc des prélocalisateurs de fuite corrélants qu'on va voir un peu plus loin, des compteurs télégérés. Alors acoustic leak creator, ça veut dire simplement détecteur, ça veut dire simplement détection acoustique des fuites. Donc c'est un compteur qui permet d'écouter le réseau 20 mètres à son amont et donc effectivement de vérifier s'il y a une fuite sur la portion de réseau 20 mètres à l'amont de lui. Des dispositifs de surveillance des hydrants qui permettent de voir si le poteau d'incendie est manœuvré ou pas, et donc d'intervenir, et en tout cas de mesurer cette eau, puisque les poteaux d'incendie ne sont pas équipés de compteurs. On peut mesurer l'eau qui est utilisée sur les poteaux d'incendie. Alors à bon escient ou à mauvais escient, hein. L'idée, c'est que l'ensemble de ces objets connectés, de ces 25 000 objets connectés, vont nous permettre une surveillance précise du réseau, des alertes en temps réel, et puis bien évidemment un pilotage global des opérations sur le réseau. Ici, je vous montre simplement, oui, ce qui est important, c'est qu'on a mis en place ce que j'ai appelé l'interopérabilité des objets connectés avec notre cartographie. L'idée, c'est de remonter sur notre cartographie l'ensemble des informations provenant des objets connectés. Vous avez un exemple des objets connectés là qui s'animent en fonction de ce qu'ils ont détecté, hein. Donc les prélocalisateurs, s'ils ne détectent pas de fuite, sont en vert. Et puis à partir du moment où il y a une suspicion de fuite, ils clignotent orange. Et c'est bien évidemment là qu'on va aller voir. Et également les compteurs télégérés, lorsqu'ils détectent une fuite, il y a un F qui s'affiche. Et ça permet aux agents qui gèrent le réseau d'immédiatement, le matin, quand ils consultent ça, avoir d'un seul coup une visualisation de l'état de leur réseau. Les capteurs corrélants, bien évidemment, permettent une détection précise de la fuite. Et donc, ça évite la perte de temps de la recherche de fuite. Voilà. Le fait qu'ils soient corrélants entre eux, qu'ils soient corrélés entre eux, permet effectivement de rapidement savoir où se situe la fuite. Alors, la précision est quand même de plus ou moins 1 mètre, mais après, avec une application du type Google Maps, on peut effectivement voir l'environnement et prévoir son intervention. Et donc, ça ajoute encore de la rapidité en termes de l'intervention. Là, on voit qu'il y a des pavés. On sait qu'il va falloir déposer les pavés soigneusement. C'est peut-être pas tout le monde qui sait le faire. Et donc, on prévoit son intervention de façon précise. Je vais conclure. Je vais conclure simplement en disant que l'ensemble de ces nouvelles technologies, bien évidemment, imposent une modification de nos pratiques et impose une modification du fonctionnement de nos agents. Voilà, j'ai appelé ça l'émergence de nouveaux métiers. Donc le fontainier, avec sa clé de manœuvre et son système d'écoute des fuites, bien évidemment, il va rester là et il va continuer à utiliser sa clé de manœuvre et son système d'écoute, mais il va devoir aussi s'intéresser aux objets connectés, puisque c'est lui qui les pose, qui les configure et qui les maintient. Il va devoir paramétrer les systèmes de télétransmission de l'information, puisque l'information, pour la collecter quelque part, il faut d'abord qu'elle soit transmise. Et donc, il va devoir s'intéresser aux systèmes radio ou GSM qui permettent le transfert des données. Et puis, il va aussi devoir s'adapter à ces nouveaux outils informatiques qui sont ceux qui vont lui permettre de visualiser l'état de son réseau. Voilà. Donc il y a ce métier du fontainier qui se transforme, et puis également un nouveau métier qui apparaît, puisque on est dans du big data, hein. Le terrain, avec ses objets connectés, produit énormément de données. Ces données, il faut les qualifier, les intégrer, les standardiser, les classer, les ranger et les restituer à bon escient, une fois pré-traitées, hein. On ne regarde pas de la donnée. Les systèmes permettent d'écarter en général les données qui ne sont pas fiables ou qui ne sont pas pertinentes. Voilà, donc il y a tout ça à faire, mais ça ne se fait pas tout seul, bien évidemment. Il faut configurer les restitutions. On a vu qu'on avait mis en place une interopérabilité, donc ça aussi, c'est du travail nouveau. Et donc, c'est le métier de gestionnaire de données maintenant intègre le service des eaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors justement, ces nouveaux métiers, comment ça se passe sur le terrain pour les déployer? Ça demande de la formation, j'imagine, notamment pour les fontainiers. Ça fait partie aussi des nouvelles compétences. Vous les formez, c'est bien accueilli, ces changements? Parce que c'est un peu une révolution dans vos métiers, en fait. Complètement, donc on les forme, bien évidemment.
Pour les nouveaux, on souhaite qu'ils soient déjà formés. Et puis, comme on est dans des logiques d'équipe, au-delà de la formation, il y a aussi la discussion, l'entraide des uns avec les autres. Et on voit bien que certains tirent les autres vers le haut. Et finalement, il y a une logique d'auto-formation aussi dans l'équipe qui se produit. Et effectivement, ça tire tout le monde vers le haut. Et l'objectif doit rassembler tout le monde. Merci beaucoup Vincent Cotte pour cet exemple concret. On va passer désormais la parole à Jean-Michel Reynès, responsable distribution à la Société des eaux de Marseille. On en a parlé déjà ce matin de Marseille. Il y a eu plein d'innovations en matière d'eau. Voilà, sur quoi portent vos innovations et votre présentation? Ça va venir. Voilà, la transition. Alors Jean-Michel Reynès, je suis content d'intervenir sur cette table ronde innovation. À la Société des eaux de Marseille, l'innovation, c'est un peu dans les gènes de la société. On fête nos 80 ans et on a fêté nos 80 ans cette année. Et dans les 80 ans, c'est 80 ans d'innovation. Pour preuve, 2 innovations qui ont été portées. La première, ça serait innovation significative. On était dans les premiers à installer l'ozone sur la principale usine de Marseille, à quelques kilomètres d'ici à Sainte-Marthe. Ça, c'était les années 70. Donc, on sécurise la qualité d'alimentation en eau potable de la ville. Dans les années 80, on descend un peu sur le cycle de l'eau et on va vérifier la qualité d'eau brute au travers des truitocèmes, les petites truitelles qui vivent dans l'aquarium. Tant qu'elles vivent, il n'y a pas d'alerte sur la qualité d'eau. Quand elles s'arrêtent de bouger, là, une alerte se crée et on va vérifier quel a été le changement de qualité d'eau. Donc l'innovation à la Société des eaux de Marseille, on est une entreprise on est délégataire du service public de l'eau en grande partie sur la métropole et on travaille sur tout le petit cycle de l'eau. Donc que ce soit de la ressource à la distribution, la gestion du service de l'eau potable, jusqu'à l'assainissement et le traitement pour ensuite la rendre au milieu à une qualité compatible avec le milieu. Donc l'innovation est au service est portée par un service de l'eau plus sobre aujourd'hui. 3 thèmes, la ressource, la gestion des réseaux et un exemple d'adaptation au changement climatique. Sur la ressource, on a travaillé sur un système permettant de gérer la gestion partagée de l'eau. Donc on a travaillé sur un superviseur qui nous permet, en période d'étiage, donc sur la période estivale, de veiller à la bonne répartition de l'eau sur la basse vallée de la Durance. Plus en aval, sur le cycle de l'eau, toujours. Le canal de Marseille faisant partie des préleveurs de la basse vallée de la Durance, nous avons travaillé sur sa régulation, et ça depuis une trentaine d'années. Résultat des courses, c'est 100 millions de mètres cubes d'eau économisés par an en 30 ans. Bon, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait au travers de travaux pour améliorer la régulation du canal. On a vu le Smart Réseau, on a mis en place la Smart Régule avec un peu d'intelligence artificielle sur les prévisions de la demande. Et un canal qui a 150 ans aujourd'hui est régulé comme un canal moderne dynamiquement. Autre exemple, donc sur le canal de Marseille, on a un rendement aujourd'hui de 90%. Et pour arriver à ce rendement de 90%, on met en place toutes les techniques modernes
d'auscultation et de vérification du bon fonctionnement du canal. On est allé jusqu'à emprunter des techniques militaires. On détecte les fuites au travers de passages de sonar sur le canal. On est relativement, enfin, on est bien efficace avec un 90% de rendement. On va passer à la gestion des réseaux. La gestion des réseaux, ça va être quoi? C'est sur la métropole, c'est principalement 280 000 compteurs communicants. Donc 280 000 compteurs communicants qui rendent acteurs chaque client. Chaque client peut, en programmant son smartphone, en se connectant sur l'agence en ligne, programmer une alerte. Hier, j'ai consommé, ma moyenne est à 500 litres, je me programme une alerte à 600. Je sais si demain j'ai une fuite ou pas sur mon installation intérieure. Ces 280 000 compteurs, on va les agréger par commune et on va gérer un rendement, on va piloter un rendement par commune. Et sur Marseille, on va piloter ce rendement par quartier. Voilà. Donc là, c'est... Pourquoi, quand on a un rendement comment on va intervenir quand le rendement est faible? On va jusqu'à... moi, si on m'avait dit qu'on le ferait avec des images satellites, il y a 10 ans de ça, je ne l'aurais pas cru. Cet été, on a fait une expérimentation via des sociétés partenaires. On a fait une recherche de fuite par satellite. Avec une seule image, 1000 km de réseau ont été couverts. Et on a fait 2 grands secteurs. Et on a pu rechercher les fuites sur 160 points susceptibles d'avoir des fuites sur le réseau. Plus en aval... On est dans l'espace, mais on est sur Terre. On est également sur Terre. On est les précurseurs à la Société des eaux de Marseille sur la recherche de fuites cynophiles. Donc là, on a travaillé avec des éleveurs de chiens pour que ces chiens-là soient accros au chlore. Donc en les rendant accros au chlore, on va les faire ensuite promener sur les réseaux et leur odorat fera le reste. On peut également trouver les fuites avec ces chiens-là. Bon, il ne faut pas que vous ayez le bien-être animal, des gens qui soucient du bien-être animal sur le dos, mais c'est un autre débat. Non, je plaisante. Non, on les traite bien, je vous assure. Donc il détecte par la présence de chlore. Par la présence de chlore, exactement. Dernier point, c'est un point sur l'adaptation au changement climatique. On fait également de l'irrigation connectée. Là, on est sur la ville de Cassis. Sur Cassis, on a 400 hectares de vignes qui sont aujourd'hui irriguées de manière connectée, donc irriguées de manière sobre et qui nous permet d'adapter les vignobles de Cassis au changement climatique et garder la même qualité du petit vin blanc de notre commune. Voilà. Ça sera tout pour moi. C'est déjà pas mal. Merci. On voit là qu'il y a effectivement un panel de solutions, qu'en fait c'est pas juste une solution que vous privilégiez. En fait, vous êtes tout le temps en train de chercher à aller plus loin, parce que ça, c'est des choses qui sont déployées au cours des années. Vous êtes en permanence en recherche d'innovation pour aller plus loin? On est organisé pour valoriser l'innovation au sein de la société et valoriser l'innovation pour un service plus sobre. Donc, meilleure efficacité du service de l'eau. Ça, avec souvent l'aide de l'agence de l'eau, la métropole, qui nous accompagne chaque fois qu'on a une bonne idée. C'est dans votre ADN, comme vous l'avez dit au début. Merci beaucoup, Jean-Michel Reynès. Je vous propose, après ce premier tour d'horizon, avec la parole des collectivités qui s'engagent et qui ont mis en place des mesures innovantes, je vous propose qu'on prenne quelques questions du public, s'il y en a, pour que vous puissiez déjà intervenir et poser des questions aux collectivités sur la mise en place, sur peut-être la découverte de solutions innovantes. Est-ce qu'il y a des premières questions?
Et puis après, nous entendrons les entreprises qui, elles, conçoivent ces solutions et qu'elles proposent ensuite. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On vous écoute. Allez-y. Bonjour, ville Bonjour. de Marseille. Je voulais juste savoir l'ADEME, quel est le pourcentage et comment on monte un dossier. Ça, c'est une des questions. Et puis, pour la ville de Martigues, pourquoi vous laissez, je n'ai pas bien compris, pourquoi vous laissez en eau votre réseau en pression? Alors, on peut commencer par Martigues. Allez-y. Et puis après, l'ADEME. Alors, on n'a personne de l'ADEME, à moins qu'il y ait quelqu'un dans le public. Mais on y viendra. Allez-y. Peut-être, pourquoi on laisse les réseaux ouverts pendant la journée? Parce que tout simplement, on n'a pas la main sur nos vannes maîtresses aujourd'hui. Donc en fait, le système effectivement qu'on va mettre en place va nous permettre de mettre des électrovannes en entrée de réseau juste après le compteur pour pouvoir maîtriser cette ouverture et cette fermeture. Aujourd'hui, ces électrovannes n'existent pas. Donc on ne va pas pouvoir se déplacer sur les 280 compteurs tous les jours pour pouvoir démarrer l'arrosage et l'éteindre par la suite. Voilà, tout simplement, hein, c'est pour ça que les réseaux sont en eau en permanence. J'espère avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir sur ce point? Ou alors sur l'ADEME, c'est plus difficile. Annick Mièvre, Vous voulez peut-être dire l'agence de l'eau? J'ai pas bien compris Ouais, votre question. l'ADEME peut éventuellement, j'imagine, fournir des aides, mais vous Quelle était adressez bien votre de question l'adresse. sur les aides, madame? Un pourcentage prévu ou c'est en fonction du dossier? C'est bien à l'agence de l'eau que vous vous C'était adressez, bien à parce que l'agence vous de avez l'eau. dit l'ADEME. Oui, oui, pardon. Voilà. Donc nous, alors, on aide sur la question innovation, enfin gestion, ce qu'on appelle la gestion durable des services. Donc on va aider tout ce qui va permettre de bien, je dirais, mettre en place la sectorisation, des compteurs de relève, etc., des dispositifs qui détectent les fuites. Et donc je me tourne vers mon expert, mais c'est 50% d'aide maximum sur une assiette qui est définie en fonction de ce qui est éligible ou pas dans ce que vous présentez. Et on a un portail qui s'appelle le téléservice des aides. Si vous tapez téléservice des aides de l'agence de l'eau, vous tombez sur le portail sur lequel déposer votre dossier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions venant du public? On pourra toujours y revenir de tout à l'heure. Allez-y, Annick Mièvre, si vous voulez apporter un Vous pouvez complément. poser des questions. Ah je oui, pose des vous questions. avez le droit. C'était pour la SEM. Donc vous nous avez montré vos différents techniques, plus ou moins techniques que vous utilisez pour détecter les fuites. Enfin, pourquoi vous testez des chiens en même temps que des satellites? Est-ce que c'est parce qu'il y a des secteurs sur lesquels la détection par satellite n'est pas opérante et les chiens sont utiles, ou c'est pour voir ce qui fonctionne et choisir le moindre coût? Alors pourquoi on a testé le satellite? Déjà parce que on voulait se faire une opinion de la technique et faire un retour d'expérience. Le retour d'expérience, il est en cours parce que la recherche de fuite a été faite cet été. Et pourquoi les chiens? Les chiens fonctionnent. C'est une technique qui marche bien en milieu rural. Là où globalement on n'a pas la gestion patrimoniale dont parlait M. Cotte tout à l'heure. On n'a pas une bonne gestion patrimoniale au départ. Et se promener avec un chien là où on ne sait pas où est le réseau, on arrive à trouver des fuites. Je dirais qu'on teste, on fait des retours d'expérience et en fonction des caractéristiques du territoire, on va s'adapter et adapter la recherche de fuite. Donc ce sont des solutions qui ont vocation à marcher en même temps selon les caractéristiques du secteur. Moi j'avais une question pour Green Citizen, très, très concrète et très simple. Est-ce que ça s'installe partout, sur tous les terrains? Est-ce qu'il y a des caractéristiques pour les collectivités qui seraient intéressées? Est-ce que vous pouvez vous déployer sur tout type de terrain? Oui, alors ça peut se déployer sur tout type de terrain. Donc nous, on déploie nos solutions sur des réseaux d'arrosage existants, en remplaçant les programmateurs existants et en équipant aussi de sondes, de capteurs d'humidité. Donc il n'y a pas vraiment de limite par rapport au type de terrain. Après, la sonde elle-même, il faut adapter son analyse par rapport au type de sol, au type de végétal, à l'ensoleillement ou au non-ensoleillement. Donc il y a une petite analyse agronomique, mais on peut l'adapter à tout type de terrain et tout type de système d'arrosage.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions qui viennent du public ou on passe tranquillement à la deuxième partie de cette table ronde? N'hésitez pas, hein, on pourra encore échanger tout à l'heure. Alors on va regarder de l'autre côté, justement, du côté de ces entreprises, un peu comme vous, Green Citizen, mais c'est les entreprises qui conçoivent, qui réfléchissent, qui proposent ces innovations. Alors je me tourne vers vous, Jean-François Guiderdoni. Sur quoi précisément vous travaillez chez Aquarobotics? Je crois que vous le présentez, hein, d'ailleurs, sur le salon Cyclo, votre solution. On m'entend là? C'est bon? On vous entend. Okay. Vous avez la Zapette qui vient vers vous. Et la Zapette, super. Donc effectivement, moi je suis cofondateur et directeur du développement chez Aquarobotics. Oui. Chez Aquarobotics, on développe des solutions robotiques autonomes pour aller analyser l'état des réseaux d'eau potable. Donc on est vraiment au cœur de la gestion patrimoniale, des problématiques de diagnostic patrimonial. Et effectivement, on pitch après. Donc là, je vais parler pas mal d'innovation et gestion patrimoniale de façon générale. Et puis, je vous montrerai quand même quelques éléments du robot, parce qu'à la fin, c'est toujours le robot. Donc, on va vous montrer le robot. Mais voilà, là, on va parler dans son ensemble, je dirais, nous, on a monté l'entreprise en 2000, enfin, on a commencé à travailler sur le projet en 2017, on a monté l'entreprise en 2018. Donc notre expérience du monde de l'eau, parce que moi je ne venais pas du monde de l'eau à l'origine, est faible. Et donc je me permets de parler d'expérience générique sur la gestion patrimoniale, mais parce qu'on a quand même rencontré énormément de clients, on voit que c'est un sujet aussi quand même finalement relativement neuf, qui est venu, nous on l'a vu grandir, hein, même depuis 2018 auprès de services de l'eau qui ont construit, qui ont développé des services de gestion patrimoniale. Dans le cadre des processus de remunicipalisation aussi, on a vu vraiment des départements de gestion patrimoniale qui sont mis en place. Donc c'est quand même un sujet où ça peut être un petit peu le chaos de temps en temps, et c'est important aussi de resituer, même pour les innovations, pour nous aussi, de savoir, par exemple, nous, où est-ce qu'on doit se positionner, où est-ce qu'on peut être efficace. On ne va pas rentrer chez tout le monde. Ce n'est pas parce qu'un service a un niveau de performance faible sur son réseau que c'est là qu'on doit aller en priorité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je suis désolé, je vais commencer par une définition. Je finis par une vidéo, donc voilà, je me rattrape à la fin. Ça, c'est une définition qu'il y a dans les très bons cahiers de l'ONEMA, hein, qui parlent bien de gestion patrimoniale, qui sont une bonne référence. Et simplement, je m'étais dit non, je ne vais pas mettre une définition, mais j'ai vu 3 termes qui étaient vraiment importants dans cette définition. Donc la gestion patrimoniale, c'est d'abord une planification d'action avec un S. Là, on a parlé d'outils, de plusieurs outils qui ont été décrits par M. Cotte, par la SEM. Et effectivement, c'est des outils parce que d'abord, au sein d'un réseau, il y a énormément d'éléments différents, de structures, de matériaux différents, d'environnement, de situation hydraulique, et on ne peut pas agir de la même manière ou étudier chaque élément de la même façon. Donc il faut planifier des actions d'abord qui vont prendre ça en compte. Et puis c'est aussi un timing. Suivant le moment où on arrive sur son réseau et on se dit je vais commencer à engager des actions de gestion patrimoniale, on ne va pas avoir, si on a un réseau comme Thames Water à Londres qui a, je ne sais plus, 3000, je crois que c'est 3000 km de fonte grise qui ont entre 100 et 180 ans d'âge. Ce n'est pas les mêmes problématiques qu'on aura que la Société du Canal de Provence, qui est un réseau qui s'est mis en place à partir de 1950. Voilà. Donc le timing est important, à quel moment j'arrive et dans quel état est mon réseau au moment où je commence à traiter de ça. Et puis court, moyen, long terme. C'était intéressant ce que vous avez dit, M. Chaumet, sur le fait que vous avez travaillé sur 1 an. Alors, quand on parle de long terme sur la gestion patrimoniale, ça va plutôt être du 10, 15 ou du 20 ans. Mais c'est très important parce que souvent, on a des incentives court terme. Et puis, dans la société où on vit, on a de plus en plus à court terme. Et pour le patrimonial, on est obligé de dire on va mettre des gens qui vont avoir des objectifs pour travailler avec des résultats qui, malheureusement, se verront peut-être dans 10, 15, 20 ans. Comment on fait pour mettre ça en place ? Et puis, le dernier élément, c'est... Ce qu'on doit atteindre, c'est la performance. Hein, on l'a vu, vous en avez parlé, M. Cotte. C'est des niveaux de performance qu'on cherche à atteindre. C'est assez simple de dire on doit réduire l'eau qu'on perd sur les réseaux. Mais au final, est-ce qu'il faut aussi prendre en compte d'autres éléments? Parce que quand on parlait du rural un peu plus tôt. Sur le rural, il y a des très grosses longueurs de canalisation. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Et donc, ça veut dire des revenus de l'eau moins importants. Donc, les histoires d'indices linéaires de consommation, par exemple, peuvent être importants. C'est-à-dire
pas mettre les mêmes objectifs de performance à tout le monde. Voilà, c'est pas juste, et puis ça peut paralyser, on va dire, certaines structures en se disant, de toute façon, on est beaucoup trop loin, on n'y arrivera jamais, et on ne peut pas se donner les moyens. Donc ça, c'est important. Sous-jacent à tout ça, ce qui est important, c'est de toute façon la connaissance, la donnée qu'on va remonter de ces réseaux. Voilà. Au final, la gestion patrimoniale et les questions auxquelles on répond, auxquelles nous on va répondre, elles sont simples. Il y a quand même où se trouve mon réseau, parce que des fois ça peut être un vrai sujet, ça paraît évident, mais non. Comment fonctionne-t-il en général? C'est la question la mieux traitée jusqu'à présent. Et derrière, les deux premières questions, elles vont aider à répondre en partie aux autres. Où est-ce que je dois le réparer? Ou alors où est-ce que je dois le renouveler? Et quand est-ce que je dois le réparer et renouveler? Et quel timing je dois appliquer sur les différentes sections? Derrière, c'est plus compliqué, parce que oui, on a un réseau enterré à 98%. 70% de tout ça, ça a été fait à peu près au minimum sans des repérages GPS. Donc les sujets de localisation, c'est un premier élément. Et puis derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors c'est très bien de commencer en se disant, on va regarder l'âge de la canalisation, on va regarder là où on a eu des casses fréquentes. C'est un élément, mais si nous, par exemple, Aquarobotics, on est là, c'est parce que tout ça, ça ne fonctionne pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de corrélation entre ces facteurs-là et l'endroit où il faut effectivement renouveler. Il y a énormément de facteurs, c'est pour ça que là, par exemple, on a parlé d'hydraulique, de mesurer les pressions, ces choses-là. Ça agit aussi sur l'état du réseau. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent affecter, qui font qu'on peut avoir une canalisation qui a 80 ans d'âge à un endroit, qui va être dans un état parfait, et la ressortir 5 km plus loin, et là, elle est morte, elle est corrodée de partout pour une métal, enfin voilà, et il faut la changer. Donc, on a effectivement une certaine complexité de la donnée à aller rechercher sur cette infrastructure. Quand je vous disais que nous, on va pas aller chez tout le monde, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Alors, il y a beaucoup j'irai assez vite sur certains éléments parce qu'on en a parlé de ces étapes déjà en fait. Mais je les ai juste un petit peu résumées. Pour un service, on ne va pas aller chez quelqu'un qui perd 50% de l'eau qu'il transporte et leur envoyer notre robot. Voilà, pour vous donner un exemple. Nous, on s'inscrit et on fait partie en fait des outils innovants et des outils plus traditionnels qui peuvent aider. Mais il y a des étapes à passer en fait. Et on a certains services de l'eau à qui on va conseiller d'abord, écoutez, allez mettre des capteurs sur votre réseau, comme vous l'aviez expliqué, allez instrumenter pour aller isoler des zones qui sont plus compliquées, comme le disait la SEM, pour aller bien comprendre c'est quoi les niveaux de pression, c'est quoi les niveaux d'écoulement sur le réseau. Ensuite, allez commencer à réparer les fuites. Et je pense que là, en ce moment, on est au pic de l'innovation et de l'activité dans la recherche de fuites. C'est vraiment ce qu'on fait le plus. Et c'est là où il y a le plus d'innovations qui apparaissent de tous les côtés, le satellite, les chiens qui reniflent le chlore. J'aimerais bien savoir, parce que moi j'ai un bouvier bernois, j'espère qu'ils sont bien traités vos chiens. Parce que... et voilà, et on est dans cette intervention curative. Et puis on va améliorer sa performance, on va faire du curatif. Et puis on va arriver à un niveau en fait, de performance, et là on va atteindre un plateau. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'améliorer. On va réparer les fuites, mais les fuites, après, il y a un moment, il y en aura de plus en plus. Et c'est là où on arrive dans ce qu'on appelle du préventif, c'est-à-dire on va aller chercher à les réparer ou renouveler avant qu'il y ait de la casse, avant justement qu'on ait à réparer. Et c'est là où nous, avec Aqua, on intervient. Je vais vous expliquer juste après un petit peu comment on fait ça. Et là, tout d'un coup, on a beaucoup moins d'outils. Ça commence à devenir très compliqué. Donc si je devais, je dirais, mettre des couleurs d'innovation en passant du jaune jusqu'au rouge avec gros besoins et beaucoup d'innovations à réaliser, vous seriez en rouge en bas de l'échelle. Voilà. Et puis une fois qu'on a remonté toutes ces données, de la sectorisation, des analyses préventives en envoyant des machines et en collectant de la donnée, en collectant les données de fuite, là, éventuellement, on peut aller faire l'ultime, le Graal, éventuellement, du prédictif. C'est-à-dire, on a tellement de données que on est assez sûr de nous pour dire, voilà, ces canalisations, à partir du moment où elles ont tel âge, elles ont tel niveau de performance, les niveaux de pression sont ça. On sait qu'à cet endroit-là, c'est quasiment similaire. Donc, on sait que là aussi, ça va casser. Voilà. Alors là, je ne m'avancerai pas parce qu'il y a déjà des sociétés qui font du prédictif, il y a du logiciel. Il y a quand même un gros sujet de big data et de données qui ont été mentionnées un petit peu plus haut, où je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour aller remonter de la donnée des réseaux avant d'avoir un prédictif qui soit vraiment efficace. Et
Donc, en termes de l'état de l'art, en tête de ce qui se fait pour aller faire de la gestion patrimoniale et innover, oui, là où il y a le plus d'innovation, et on a parlé presque de ça en dehors de la solution Green Citizen qui était un petit peu dans un autre cadre, c'est dans la recherche de fuite. C'est les satellites, effectivement, c'est les boules qui roulent, enfin des boules qu'on va envoyer dans la canalisation qui vont aller chercher en général avec de l'acoustique et certaines autres données où est-ce qu'on trouve les fuites. Et quand on arrive donc dans ce qu'on appelle le préventif, ce que nous on développe avec Aqua, là tout d'un coup ça commence à être beaucoup plus limité. On a quelques technologies, mais c'est assez compliqué d'aller envoyer parce qu'au final on réalise qu'il faut quand même aller envoyer des machines à l'intérieur des réseaux pour bien aller collecter de la donnée. Voilà, c'est pour aller collecter de la donnée en détail. Et là on a beaucoup moins d'outils. On parlait de cartographie un peu plus tôt. Alors là aussi en cartographie c'est pareil. Pour l'instant il y a presque pas d'innovation. Voilà, à part si on dit que le géoradar c'est une innovation. Et avec Aqua, l'idée en fait c'est de pouvoir avec une seule machine aller travailler sur tous ces secteurs-là. C'est-à-dire aller pouvoir cartographier avec précision, aller pouvoir réaliser une analyse d'état précise, exhaustive, et puis pouvoir éventuellement aussi aller accessoirement récupérer les fuites, même si nous, ce n'était pas notre objectif initial. On dit, pendant que vous y êtes, si vous faites 2 km dans un réseau, essayez de nous trouver les fuites aussi, ça sera bien. Donc on dit, OK, on va vous mettre un capteur acoustique et des mesures de pression et on va vous chercher les fuites. Voilà. Donc qu'est-ce que fait Aqua? C'est donc de la robotique autonome. C'est ça qui est complètement innovant. On est la première machine pour l'instant à l'échelle mondiale, ça ne durera pas, hein, on va en voir d'autres apparaître, mais machine intelligente qui est complètement maître de son mouvement. Et qui est non câblé, c'est-à-dire qu'on l'envoie, il n'y a pas de connexion avec l'extérieur, on lui programme sa mission, on lui dit voilà, tu vas parcourir 2 km dans une canalisation, tu vas aller collecter tel type de données avec telle fréquence, et puis tu vas prendre tel niveau de risque ou pas prendre, c'est-à-dire si tu vois une vanne papillon qui n'était pas attendue, ça peut arriver que quelque chose n'ait pas été complètement bien renseigné sur un SIG, ceux qui gèrent des SIG sauront de quoi je parle, tu vas t'arrêter, tu vas revenir et à ton point de départ. Voilà. Si tu vois qu'il y a une sédimentation qui occupe plus de 10% de le diamètre du réseau, tu vas t'arrêter aussi. Donc vous paramétrez tous les imprévus en fait. Voilà, on essaie. C'est pas encore de l'intelligence artificielle. On essaie de paramétrer tous les imprévus. Ce qu'on est en train de développer également, c'est de l'intelligence, du machine learning. Alors j'ai une équipe de R&D qui nous dit non, tu parles jamais d'intelligence artificielle parce qu'on est loin de ça. Alors on est loin de ça, on pourrait, hein, parce que je pense que la moitié des gens qui parlent d'IA, en fait, c'est du machine learning, c'est-à-dire que la machine, elle va par exemple identifier une micro-fissure sur un béton dans une fonte ductile, elle va s'arrêter et elle va prendre d'autres mesures spécifiques liées au fait qu'elle a identifié une micro-fissure. Elle va s'adapter. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on est en train de développer. Mais on va dire jour 1 maintenant, au moment où on est en train de déployer nos premiers pilotes, ce qu'on fait déjà maintenant, c'est déjà très très loin de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire aller prendre une cartographie spécifique, aller chercher avec de l'image toute une série de défauts dans la canalisation, et puis avec d'autres capteurs, la mesure d'épaisseur résiduelle de la canalisation, des corrosions extérieures. Enfin, il y a énormément de défauts à aller chercher. Et puis ensuite, il faut les synthétiser. Puis surtout, les fournir de façon simple dans un SIG, en fait. Dans un environnement où les données vont être facilement lisibles par le client. Parce que c'est bien joli de collecter 10 000 images, mais les services de l'eau ne vont pas les analyser une par une. Il faut aller les synthétiser, les analyser. Voilà. Alors effectivement, pour donner un petit peu des images, ça c'est des images de tests qu'on a fait récemment au canal de Provence. Vous pouvez voir quelques images donc, du robot à l'intérieur et à l'extérieur, des images qu'on a prises dans la canalisation. Tout ça c'est fait en pression et en écoulement. Donc on est là à 10 bars de pression et 1 mètre seconde d'écoulement, qui sont des conditions relativement déjà sérieuses pour un réseau traditionnel. Et puis on peut lancer, alors la vidéo je ne sais pas comment Allez-y, je crois que ça va se lancer fonctionne. automatiquement. Ah, c'est beau, ouais, c'est bravo. Ça. Voilà. Donc y a la vous musique, pouvez nous la désolé, commenter. Voilà. Bon. Alors simplement voilà, ça c'est les tests qui ont été réalisés au canal, c'est pas quelque chose qu'on présente commercialement. Là vous voyez alors l'eau elle retourne à la Durance après, hein, donc vous inquiétez pas, elle est pas perdue. Voilà. Et là en fait simplement on met en place en fait un SAS pour aller lancer la machine. Donc là on est en environnement de test, donc on a pu arrêter l'eau, mais normalement on peut intervenir sans arrêter l'écoulement sur le réseau. Là vous voyez la machine, alors on parle de canalisation d'adduction à partir de 20 cm de diamètre. Et c'est une machine donc, qui est complètement maître de son déplacement, qui s'arrête, qui peut passer des coudes à 90 degrés.
et qui donc a une grande stabilité pour prendre énormément de données. Photo haute définition, là c'est ce que vous voyez. Alors là c'est bon, c'est sûr que c'est une belle canalisation, mais vous voyez que c'est une image très claire. Après ça se gâte dans la canam, on voit beaucoup plus de comment dirais-je, voilà, de corrosion. Là, vous voyez et ça, c'est une image que vous récupérez après ou en temps réel? Ça, c'est des images qu'on récupère en sortie, voilà, puisqu'on n'a pas de connexion avec l'extérieur. C'est vraiment une machine qui va passer sous terre, en eau, en canalisation. Et là, vous avez quelques images de, voilà, là, vous avez un flash en fait qui permet de prendre l'image, puisque je vous rappelle, on est dans le noir complet normalement dans la cana. Et puis à l'avant, vous avez des lasers en fait qui permettent à la machine de savoir si elle a en face d'elle une ligne droite, un coude, quelle nature de coude elle va avoir, et donc de bouger intelligemment, voilà. On imagine que ça suscite beaucoup de curiosité. C'est ça que vous présentez sur le salon. Est-ce qu'on peut donner l'heure et le... Oui, bah, le pour pitch... ceux qui voudraient en savoir davantage. Oui, on fait un pitch juste après. Là, voilà, je ne vais pas bouger. Je ne sais pas si je reste assis ici. Mais... vous aurez le droit de vous détendre. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de traitement de données derrière tout ça. On embarque énormément de capteurs, mais il y a toute une partie analyse pour s'assurer qu'on va pouvoir fournir des données simples à lire pour les services de l'eau ou les bureaux d'études avec qui on va travailler. Merci beaucoup, Monsieur Guidardoni, pour cette présentation qui suscite effectivement des curiosités. On va poursuivre et conclure avec Veolia. Et vous, Benoît Hémaux, merci de votre patience à nos côtés. Vos innovations, elles portent davantage sur l'aspect préventif. Là, on avait prédictif, préventif. Expliquez-nous cela. Oui, merci de me donner une tribune. L'idée ici, c'est de partager un constat et de vous sensibiliser avec moi aux problèmes de corrosion des réseaux enterrés qui malheureusement sont des réseaux enterrés et comme on ne les voit pas bien souvent, c'est pas facile de se représenter dans quel état ils peuvent être. Souvent tendance à dire que si tous les réseaux enterrés étaient installés en surface, eh peut-être qu'on y mettrait un peu plus d'argent et de considération. Alors, deux points de contexte pour voir un petit peu le raisonnement sur lequel je vais vous emmener. Les conduites aujourd'hui, si on regarde les taux moyens de renouvellement, sont plutôt faibles et sous-entendrait qu'on s'attend à des durées de vie de canalisation qui sont plutôt longues. Là, c'est des calculs de coin de table, 125, 72 ans. Une distribution d'âge de tuyaux sur un réseau, c'est pas une ligne droite, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous permet quand même de mettre la puce à l'oreille et de se poser des questions. Est-ce qu'au rythme de renouvellement qu'on suit aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'accumuler en fait un retard, un vieillissement des infrastructures et vers quoi on se dirige dans les prochaines années si on conserve cette direction? Il ne faut pas être fataliste, et comme je le dis, il n'y a pas de date de péremption sur une canalisation. C'est vraiment pour moi, à mon sens, la corrosion qui dicte, via une corrosion externe, via les sols, une corrosion interne via le contact avec le fluide, qui va dicter la perte d'épaisseur de la conduite et sa défaillance structurelle au bout d'un certain moment. Modulo toutes les contraintes environnementales qu'il y a autour, les charges roulantes et tout ça. On ne va pas faire un zoom là-dessus. La deuxième chose que je constate tout autour de moi, c'est que tout le monde est focus sur le rendement, qui est un peu l'indice maître. Et à un moment, il faut bien poser des indices pour jauger une situation. Alors, ça me marque ce que vous avez dit juste avant. Vous avez eu l'honnêteté de faire voir à tout le monde la différence entre un rendement économique et un rendement physique. Où déjà on déchante un petit peu une fois qu'on commence à regarder le rendement de physique. Mais ce rendement physique, il peut être, dans certains cas, maintenu de manière artificielle. J'entends par là, si vous avez beaucoup de moyens en termes de personnes, de staff qui travaillent sur un contrat, et que vous passez beaucoup de temps à réparer des fuites, vous êtes très proactif là-dessus, vous allez pouvoir maintenir ce rendement. Le jour où vous allez baisser un peu cet effort ou que vous allez vous faire rattraper par un mauvais taux de renouvellement du réseau, ça va être de plus en plus dur à maintenir et au bout d'un moment, votre rendement va s'écrouler. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse la part des choses entre rendement et durabilité, qui sont deux choses sur lesquelles il faut agir en parallèle. On parle de beaucoup de choses, d'approches statistiques, de comment
comment anticiper les casses, comment aller inspecter, récupérer de la donnée, identifier les fuites. Tout ça, c'est dans le moment présent. Moi, j'aimerais qu'on se projette un peu sur qu'est-ce que je peux faire un peu en amont pour penser au futur. Ce que vous disiez avant est intéressant, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à des choses qui nous dépassent en termes d'échelle de temps. Et qu'à un moment, il faut... il faut penser plus loin que soi, quoi. Et oui, c'est pas toujours facile. Petit graphique en bas à droite, où j'ai bien conscience que augmenter les taux de renouvellement, ce n'est pas facile. Je discute avec certains collègues, certaines communes qui me disent cette année on a fait plus que 1% de renouvellement, 1,6. Il faut se rendre compte que c'est très dur à tenir et que ça met la ville à feu à sang en termes de... on la scarifie, la ville. Parce que si on lance tous les chantiers en même temps, les citoyens, les usagers de la ville vont râler, forcément. Et comme à chaque fois, on ne se rend pas toujours compte. Moi, le premier, j'ai un tuyau qui a été changé dans ma rue cette année. Je suis très content. Mais par contre, le résultat, quand je regarde autour de moi, c'est ouais, ok, super, ils ont changé un tuyau. Et oui, mais parce qu'on ne voit pas. Et on ne se rend pas toujours compte. C'est assez ingrat, des fois. Politiquement, on va dire du moins. Donc, ce que je veux dire par ce petit diagramme en dessous, c'est que au lieu de se flageller et de dire bon, de toute façon, j'ai pas l'argent non plus, j'ai pas les fonds pour aller chercher plus de renouvellement, et si je pouvais agir sur la cause, sur un facteur de durabilité, pour venir quelque part assainir une situation dans le temps. Et ce qu'on va discuter ici, on va y venir, part d'un constat, on va parler d'amélioration de la vitesse de corrosion interne, c'est-à-dire quelle est la corrosité de mon eau. Ça fait quelques années, alors je n'ai pas encore la sagesse des anciens, mais on va dire que je commence à repérer des patterns un peu dans la façon dont les choses se produisent à droite à gauche. Et il y a un fonctionnement en silo à chaque fois entre les usines de production et les gens qui travaillent sur le réseau. Pour la bonne raison qu'on ne va pas évaluer, on a tendance à poser des indices de performance de nos jours, c'est vraiment un mot-clé, sur des points différents. Et on est souvent très focus sur tout ce qui est potabilité. Pour des bonnes raisons. C'est ce qui vraiment prime dans le service. Mais dans certains cas, on va se retrouver dans des situations où une eau peut produire une eau qui est parfaitement potable, 100% de conformité toute l'année, mais qui pour autant peut être agressive, corrosive pour le réseau. Et ce n'est pas un cadeau, c'est une peau de banane qu'on envoie au réseau parce que le réseau derrière va devoir faire face à des durées de vie réduites de conduite. Et le cadre réglementaire autour de ça est un peu flou, en fait. Tout ce qui est potabilité est très bien cadré, mais tout ce qui va concerner la corrosivité de l'eau et la durabilité va se résumer à, on va dire, des marges de valeur et des phrases, on va dire, génériques. Donc libre à chacun de l'interpréter quelque part, puisque c'est pas problématique en soi en termes de service. Ce que je veux dire ici, c'est que là, je vous fais voir deux cas extrêmes. On imagine une ville, donc l'idée c'est bien de quel serait l'impact de réduire la corrosivité de l'eau, de piloter en fait une sortie d'usine via des valeurs de corrosion. En fait, de changer le paradigme de je pilote seulement sur de la potabilité, mais je rentre aussi cette notion d'impact sur les infrastructures aval. Dans les deux cas, on pourrait imaginer un premier cas extrême où j'ai déjà un très bon rendement, je suis sur une ville nouvelle et j'insiste là-dessus, il n'y a pas 10 cas pareils, dans le sens où chaque ville a son historique, va avoir installé des tuyaux, avoir connu une période d'urbanisation plus forte dans les années 60 ou 80, il y a des villes nouvelles, des villes anciennes, tout le monde va avoir un patrimoine différent et tout le monde va avoir déployé un effort de renouvellement durant les différentes périodes qui va être différent aussi, ce qui amène à une multiplicité de cas. On imagine une ville nouvelle, par exemple, qui aurait déjà un très bon rendement. L'idée, ça serait de maintenir ce très bon rendement, diminuer la vitesse de corrosion interne de l'eau. Alors, je parle que de la vitesse de corrosion interne, parce que la vitesse de corrosion externe, on entend bien qu'on ne va pas aller redéterrer tous les tuyaux ou changer tous les sols autour. On va vivre avec. Ce qui est fait est fait. On peut penser à d'autres choses pour le futur, mais voilà, on ne va pas tout redéterrer. L'eau à l'intérieur, on a le contrôle, on a la main sur la production. Et donc, dans le temps, en baissant sa vitesse de corrosion interne, pouvoir diminuer en fait les besoins de renouvellement et assainir
tout en maintenant un bon rendement, les finances d'investissement. Et dans un autre cas, autre extrême, où j'aurai un mauvais rendement, l'idée c'est de maintenir un effort de renouvellement et à terme, une fois que j'ai assaini la situation, de pouvoir commencer à baisser mes besoins, mes investissements de renouvellement. Alors ce sont des cas idéaux très théoriques. On va voir ensemble le cas d'une ville que j'ai traitée il y a quelques années. On m'a appelé en me disant j'ai des problèmes, il y a des indices qui sont pas bons au niveau de la production. Alors là, pour les connaisseurs dans la salle, si l'indice de Larson ou l'indice de Langelier, si ça vous parle, ces indices étaient plutôt mauvais. On est avec ces indices la plupart du temps sur des approches qualitatives. Mon idée, c'est de partir sur du quantitatif, commencer à mettre des chiffres et à derrière se rendre compte des sommes en jeu. Donc ce qu'on a fait quelque chose de tout bête vraiment. On a posé ce qu'on appelle un coupon de corrosion, qui est une sorte de témoin métallique, et on est venu installer ça dans différents réservoirs, différentes cuves de la ville. Et en ressortant ces témoins, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'on avait deux grandes zones de vitesse de corrosion. On avait une zone plutôt centrée, proche de la production, qui était assez haute, à 0,13 mm par an, et des vitesses de corrosion plutôt faibles en extrémité de réseau, en antenne, qui étaient 2 fois moins élevées. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les mains dans le moteur, on a été regarder tout ce qui était production et la filière de traitement, et on a fait des petits ajustements. Il faut se rendre compte qu'en production d'eau potable, lorsqu'on travaille en usine, quand on regarde dans le rétroviseur à 2 mois derrière, on a l'impression que tout va bien, on fait la même chose. Mais il y a des fois des dérives très lentes qui se mettent en place et on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est bien des fois d'avoir un regard extérieur pour remettre un peu une vision neuve là-dedans. Donc on a fait quelques ajustements et 1 an plus tard, parce que la saisonnalité est importante, on est venu réinstaller ces coupons après avoir fait nos changements. Et on a pu constater qu'on avait réussi à abattre toutes ces vitesses de corrosion et à revenir vers une situation normale. Une fois qu'on a des valeurs en vitesse de corrosion, on va commencer à pouvoir modéliser et à projeter un peu quel est l'impact économique de tout ça. Si vous voyez sur le diagramme de gauche, situation rouge, une projection des besoins de renouvellement de tuyaux sur les 100 prochaines années. Bleu, la nouvelle situation suite à la baisse de la vitesse de corrosion. Alors vous voyez qu'en fait, quelque part, on étire cette courbe rouge en fait. Parce que ces tuyaux, ils ne sont pas éternels. À un moment, il va falloir les renouveler. Mais les tuyaux qui étaient déjà au bord du précipice, bon, ils y sont toujours. Ce n'est pas en abaissant cette vitesse de corrosion interne qu'on va changer la donne. Par contre, plus on prend ces tuyaux jeunes et qu'on leur modifie leur trajectoire, et plus à ce moment-là, on va pouvoir les étirer et les faire durer plus longtemps. Ça peut représenter des sommes assez importantes. Faut bien se rendre compte que la valeur du patrimoine en distribution d'eau potable, c'est bien le réseau. Avec des coûts, on va dire, entre 500 € et 1500 € du mètre linéaire selon les diamètres et les zones dans lesquelles on travaille, la complexité, on arrive très vite à des sommes qui sont faramineuses. Moins de chantier, c'est moins de CO2 aussi. Et de nos jours, je pense que nos objectifs de sobriété nous appellent aussi à ce genre de considération. Pareil, calcul de coin de table, un peu plus qu'une table, mais calcul grossier. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est d'une précision et qu'il faut prendre ça comme des chiffres parfaits. J'ai considéré les infrastructures du territoire français qui correspondent à 85... Alors, à l'époque, c'était 850 000, on doit s'approcher du million de kilomètres de réseau aujourd'hui. Donc une valeur de 85 milliards, 100 milliards, ça dépend en quelle année vous considérez ça avec l'inflation. Si on projette ça et qu'on fait le jeu d'abaisser, de dire qu'est-ce qui se passait si j'abaissais de 10 microns par an cette vitesse de corrosion interne. Et c'est là où c'est fou, c'est-à-dire qu'on parle de microns par an, je vais vous parler de dizaines de microns par an. Mais l'échelle à 850 000 km de tuyaux, à 1 000 € du mètre, il y a une économie de levier et un gisement d'économie, pour moi, là-dedans, qui est fou. Et voilà, j'aimerais un jour, peut-être, dans le futur, qu'on commence à considérer un peu de piloter ces productions avec un œil corrosion et un œil infrastructure à long terme.
Voilà, juste pour... j'ai bien conscience que c'est peut-être un doux rêve, ou du moins que c'est peut-être pas pour l'année prochaine. Mais je comprends bien qu'il y a des complexités dans le quotidien, des agendas qui peuvent être différents, et des envies d'avoir des temps de retour sur investissement de plus en plus courts. Et en l'occurrence, là, je peux vous garantir que les temps de retour sur investissement sont très très courts. Pour les gens qui ont déjà un traitement, c'est mettre les mains dans le moteur la plupart du temps et faire des modifs. Et pour ceux qui n'ont pas de traitement, considérer en combien de temps une reminéralisation serait amortie. Et des fois, c'est ce qui nous manque pour passer le cap et se dire allez, on y va. Je vous mets une brève de comptoir qui est assez cynique en bas, où c'est des choses que j'entends des fois dans des discussions, où on me dit pourquoi voulez-vous que j'augmente mon renouvellement de tuyaux? De toute façon, moi, ça ne m'augmente pas le rendement. Vision très court-termiste, c'est vraiment une bombe. Ça veut dire dans 3 ans, 4 ans, je creuse ma tombe, je creuse mon fossé. Parce qu'une fois que on va trop loin dans le manque de renouvellement, il est très difficile de revenir. Parce que comme on disait, on ne va pas pouvoir augmenter 2%, 3% de renouvellement par an. C'est juste impossible. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Benoît et Mo. Alors là, on voit que l'innovation, ça porte pas juste sur voilà, la technologie, mais aussi sur la manière de voir les choses. Il y a une forme d'innovation. Nous approchons de la fin de cette table ronde, mais on peut quand même prendre des questions du public s'il y en a, que ce soit sur les premiers éléments avec les collectivités ou alors avec ces entreprises qui ont proposé des solutions innovantes. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est votre temps. Après, les échanges se poursuivent toujours en marge du salon. On le voit, donc Benoît Hémo et Monsieur Guidardoni, le prédictif, le préventif, concrètement, c'est les choses que vous entendez sur le terrain. Ce n'est pas notre priorité. On a des tuyaux à changer, on a des rendements à atteindre. Enfin, c'est un discours qui n'imprime pas parce qu'il y a cet impératif de réalisme sur le terrain, ou pas? La priorité, c'est de changer. Nous, on a la chance d'arriver chez des gens qui sont convaincus. Ouais, qui sont convaincus, qui pensent vraiment différemment. De toute façon, enfin, voilà, on va arriver dans un service patrimonial ou un responsable patrimonial. Donc, lui, il va... mais après, c'est vrai que, de façon générale, alors, il y a une corrélation entre la taille du service de l'eau et sa propension à l'innovation, parce qu'il faut quand même avoir des gens, des moyens. Mais... il y a quand même effectivement un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on va avoir des responsables de service de l'eau, c'est chez nous tout va bien, nous ça fait longtemps qu'on a mis en place des choses. Là quand on entend ça en général, bon, okay, c'est bon, on va s'arrêter là, c'est pas la peine. Et voilà, il y a une question, enfin il y a un sujet humain, voilà, je pense. Voilà, de mentalité. Annick Mièvre, qu'est-ce que vous pensez de ces deux présentations? Là aussi l'innovation dans la technologie. Alors vous soutenez les collectivités, vous l'avez dit tout à l'heure, l'agence de l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres manières de soutenir, peut-être les entreprises qui font justement de la recherche dans ce sens? On ne soutient pas directement les entreprises, mais on va pouvoir soutenir des collectivités qui ont recours et donc faire des retours d'expérience, tester des choses, c'est bien l'objectif, pour voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui est le plus intéressant en retour aussi à investissement de subventions publiques et efficacité. Malheureusement, on a quand même ce souci-là puisqu'on gère de l'argent public. Mais effectivement, c'est par le biais des services de l'eau qu'on va pouvoir soutenir ce genre d'innovation. Justement, vous n'avez pas parlé coût. Alors, vous nous montrez la SCP. C'est vrai que la SCP, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais ils ont une gestion patrimoniale modèle avec beaucoup une part de leur chiffre d'affaires qui est consacrée à ce renouvellement. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres collectivités. Vous le disiez, c'est aussi corrélé à la taille, évidemment, de la collectivité du service de l'eau. Est-ce que n'importe qui peut se payer vos services? Alors, nous, la façon dont on a essayé de se positionner, c'est par rapport au coût de renouvellement et de canalisation et à la non-efficience. C'est-à-dire que de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, et bon, c'est quelque chose qu'on va devoir aussi... validé avec plus de données sur le terrain, mais on a rarement moins de 20% de canalisation qui n'ont pas besoin d'être renouvelées en fait. Voilà. Donc à partir du moment où on a cette économie-là, et vous mentionniez des coûts, on est sur des coûts sur les canalisations que nous on cible, c'est du 200 à 800 000 euros du kilomètre.
on va avoir des missions qui vont coûter 5% de ce coût-là. Voilà. Donc le rendement, enfin voilà, on travaille vraiment sur une base de retour sur investissement en fait. Voilà. Alors après cet argent, on est sur des services de l'eau, donc il va être réinvesti ailleurs, mais c'est comme ça en fait qu'on travaille. Donc quand on le positionne comme ça, c'est pas quelque chose qui est onéreux parce qu'on a un objectif de retour sur investissement. Après, on intervient avec des solutions qui vont coûter de l'ordre de 10 à 20, 30 000 euros du kilomètre. Donc c'est sûr que c'est pas de la cartographie à 1 euro du mètre linéaire. Mais voilà, on est aussi sur des enjeux élevés. Donc voilà, le jeu en vaut la chandelle. Et d'ailleurs, au niveau accompagnement, on a discuté avec 5 des 6 agences de l'eau, dont RMC. On a un premier programme, alors pas chez vous, en Artois-Picardie, qui est financé à hauteur de 50%. Et c'est vrai que voilà, sur le diagnostic patrimonial, ou alors dans le cadre de l'innovation, en général, on est souvent sur ces niveaux-là d'investissement. Ce qui est quand même, effectivement, c'est très important. Parce que pour faire démarrer... Nous, on est persuadés qu'après, dans le modèle économique, ça a complètement du sens. Mais on a besoin d'avoir, c'est là où c'est important, votre rôle est important, de lancer la machine, que les données soient vraiment évidentes. C'est-à-dire de pouvoir avoir, voilà, on a fait 40 interventions. Sur ces 40, voilà le nombre de non-efficients et voilà l'économie de renouvellement ou la réorientation de budget qu'on a pu faire réaliser au service de l'eau. Merci. Et vous, Benoît Hémaut, ça ne coûte pas grand-chose de changer la corrosivité de l'eau, finalement? Alors, non, c'est du temps surtout. C'est du temps, parce qu'il faut les analyses. Une prise de conscience. Et après, non, oui, alors ça dépend si on a déjà un traitement complexe. J'entends par complexe, pas au sens compliqué, mais au sens évolué, où on va avoir la main sur certains dosages, certains paramètres pour venir un peu balancer la situation. Dans d'autres cas, malheureusement, sur certains territoires, l'eau est déjà de bonne qualité dans la nappe, on la pompe, on la chlore, des fois on la filtre grossièrement, parce qu'elle est déjà potablement bonne. Et dans ces moments-là, on n'a pas de levier. Et effectivement, ça demande de l'investissement pour venir créer une modification. Je parlais de reminéralisation. Alors, juste quelque chose, tant que j'ai une tribune. Là, je parlais de reminéralisation. On va dire l'inverse, la grande tendance à la décarbonatation des eaux. On va tendance à essayer d'adoucir les eaux. J'en profite pour dire, attention, c'est bien, mais il faut aussi mettre des garde-fous, dans le sens où si vous adoucissez trop fort votre eau, vous pouvez aggraver une situation de corrosion sur un réseau. Donc je sais que c'est une grosse tendance des 10 prochaines années, et c'est super, mais faire attention de ne pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. C'est une alerte qui pourrait être prise en compte. Est-ce qu'il y a des questions venant du public ? Où on vous libère, messieurs, dames. Annick Mièvre, vous vouliez peut-être conclure, oui. Avant de conclure, juste une dernière question pour Veolia sur Toulon, puisqu'il me semble que votre objectif, c'était à 2023, les 90%, je me trompe? Ah, 2033, voilà, parce que j'allais vous demander où vous en étiez, parce qu'il me semblait que la marche était très grande à franchir quand même. L'objectif contractuel de 90%, voilà. C'est ça, pour 2030. Et est-ce que vous avez déjà constaté, vous avez démarré quand votre... Je vous donne, on va vous faire reprendre le micro, monsieur. Voilà. Donc le contrat a démarré le 1er janvier 2022 et effectivement on a déjà vu une incidence de 2022 par rapport à avant et 2023 se présente bien, oui, selon les indicateurs que nous avons. Vous pensez atteindre l'objectif dans 10 ans? Résolument, oui. Bravo, bravo. On en parlera sur le prochain en étant accompagné donc, par la collectivité, puisque et on a beaucoup parlé ici de gestion patrimoniale, la collectivité de son côté met en place également des moyens de gestion patrimoniale et met en place un budget de renouvellement également, puisque l'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas améliorer durablement un réseau si on ne fait pas de la gestion patrimoniale. Voilà. On a l'impression, Annick Mièvre, que ce n'est pas une solution miracle. Hein. C'est un peu comme on parlait ce matin de la Réut, il n'y a pas de solution miracle dans le domaine de l'eau, mais que c'est un panel de solutions selon les situations, selon les budgets, selon les priorités, qui peuvent améliorer les situations. C'est ça, tout à fait. Moi, j'ai trouvé très intéressant, puisqu'on a effectivement des solutions très différentes, très variées, sur différents paramètres. Et on voit qu'effectivement, l'idéal, c'est de cumuler le tout. Je ne sais pas si c'est possible sur un territoire, mais en tout cas... Je
pense que c'est intéressant pour les personnes qui ont pu suivre pour voir ce qui pourrait être le plus pertinent sur leur territoire. Moi, je voulais remercier les intervenants de leur présentation, mais aussi de leur innovation, parce que nous, on finance, mais s'il n'y avait pas des idées géniales qui sortaient, ou des services aussi de l'eau qui sont à l'écoute et qui veulent innover, qui veulent avancer, on ne ferait pas grand-chose. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, je voulais remercier aussi François Robéry de l'Agence de l'eau qui a organisé cette séquence, qui est notre expert dans le domaine que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et donc, merci d'avoir organisé cette séquence qui m'a semblé très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. On nous demande de conclure en régie. Alors, nous conclurons. C'est la fin de cette conférence. Merci pour vos retours d'expérience qui seront très utiles, je l'espère, pour vous tous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions. Je vous informe que cette table ronde a été filmée, donc vous pourrez retrouver tout cela sur la chaîne YouTube de Cyclo dans quelques jours pour revoir les slides un petit peu plus dans le détail. Et il reste un événement cet après-midi, c'est à 16h. C'est les Meetup Innove Provence, des entreprises innovantes encore dans le domaine de la gestion de l'eau. Elles viendront pitcher leur concept. Donc vous pourrez découvrir encore des nouvelles solutions. Et demain, on se retrouve ici à 9h30 pour une conférence sur la question de l'accès à l'eau et des nouvelles obligations qui incombent au service public d'eau potable. Donc on est encore un petit peu dans le sujet. Bon après-midi à tous et merci encore.